Avez-vous déjà songé qu'une simple photographie jaunie par le temps pouvait enfermer tout un destin brisé? En 1904, à Bordeaux, une fillette de 10 ans fut placée au centre d'un cliché de famille bourgeoise. Sur l'image, 3 enfants apparaissent côte à côte, 2 héritiers aux habits impeccables, et entre eux, une petite domestique dont la présence semble presque déplacée. À première vue, rien d'inhabituel, juste une photo de plus d'une époque révolue. Mais si l'on observe attentivement, on découvre une vérité qui glace le sang, car ce regard d'enfant, baissé vers le sol, cachait déjà une douleur trop grande pour son âge. Derrière ce visage muet, il y avait l'histoire d'une vie condamnée à l'oubli. Cette fillette s'appelait Élise Moreau, et moins d'1 an après la prise de cette photo, elle ne serait plus de ce monde. Au musée d'histoire locale de Bordeaux, cette photographie est encore conservée. On y distingue 2 garçons vêtus de velours sombre, souriants, pleins de l'assurance des enfants protégés par la fortune. Entre eux, Élise, pieds nus, vêtue d'un tablier trop large, le corps figé dans une posture de soumission. L'inscription au dos de la photo mentionne Henri, Louis et Élise, maison des Renaudin. Pourtant, Élise n'était pas une Renaudin. Les registres paroissiaux, retrouvés des décennies plus tard, révèlent qu'elle fut envoyée chez cette famille après avoir perdu ses parents lors d'une épidémie de grippe qui balaya les quartiers pauvres en 1903. Son père, ouvrier charpentier, s'était éteint dans un souffle rauque. Sa mère, couturière, avait tenu la main de sa fille jusqu'à la fin avant de succomber à son tour. À 10 ans, Élise se retrouva seule, confiée par le curé de sa paroisse à une maison bourgeoise, en échange d'une maigre pension de quelques francs par mois. Mais ce qui rend ce cliché bouleversant, c'est un détail qu'on remarque à peine. À droite de l'image, la main floue du cadet, Louis, semble chercher celle d'Élise. Un geste discret, interdit, mais lourd de sens. Ce lien secret, capturé par hasard, allait marquer toute une existence. La demeure des Renaudin, située près des quais, était un lieu d'apparat. Monsieur dirigeait une entreprise de négoce, Madame recevait les notables de la ville, les enfants suivaient des cours de latin et de piano. Au milieu de cette élégance, Élise était invisible. Chaque matin avant l'aube, elle rallumait les feux, portait l'eau chaude, récurait les sols à genoux. Elle mangeait les restes froids dans la cuisine, et la nuit, elle dormait dans un réduit sombre à côté des caves, serrant contre elle une poupée de chiffon élimée, dernier vestige de son enfance. Pourtant, dans cet univers où elle n'était qu'une ombre, il y avait Louis. Un garçon de 8 ans, au regard franc, qui n'avait pas encore appris la cruauté silencieuse des adultes. Dans son journal, retrouvé bien des années plus tard, il raconta comment il partageait ses sucreries avec la petite servante, comment il lui chuchotait des mots d'encouragement quand personne ne les regardait. C'est grâce à lui qu'Élise trouva, au milieu de l'injustice, un fragment de lumière. L'année 1905 fut particulièrement rude dans les faubourgs de Bordeaux. Les journaux parlèrent d'une épidémie qui frappait les quartiers pauvres, la fièvre scarlatine. Les enfants des familles aisées s'en sortaient grâce aux soins coûteux, mais pour les petits domestiques, cette maladie était presque toujours une condamnation à mort. Élise, déjà affaiblie par le manque de nourriture et les journées interminables de labeur, commença à tousser au cœur de l'hiver. Ses joues prenaient une teinte trop rouge, ses mains tremblaient lorsqu'elle portait les lourds plateaux. Elle savait que si l'on découvrait sa fièvre, elle serait renvoyée dans la rue. Alors, elle se taisait, mais Louis avait remarqué. Dans ses notes d'enfant, il écrivit « Elle dit qu'elle va bien, mais ses yeux brûlent comme du feu ». Un matin de février, tout bascula. Henri, l'aîné des Renaudin, se réveilla avec une forte fièvre. La panique envahit aussitôt la maison. On fit appeler le docteur Valmy, l'un des médecins les plus réputés de la ville. Ses honoraires équivalaient à plusieurs mois de salaire d'un ouvrier. Le médecin examina longuement le fils aîné, prescrivit des sirops et recommanda une alimentation riche. Puis, en descendant l'escalier, il croisa Élise, qui peinait à porter une bassine d'eau. Son visage était en sueur, ses lèvres tremblaient, mais le docteur détourna simplement le regard. Pour lui, cet enfant n'était qu'une domestique.
Son nom n'apparaîtrait jamais dans ces registres. La gouvernante, Madame Brière, prit alors une décision cruelle. Enfermer Élise dans son réduit pour éviter qu'elle ne contamine les garçons. Elle fut laissée seule, sans soin, avec pour unique compagnie sa poupée de chiffon et les dessins au charbon qu'elle avait tracés sur les murs de sa cachette. Ces dessins représentaient des fleurs, des oiseaux, et parfois, étrangement, un petit garçon blond qui lui tenait la main. Louis, lui, ne supportait plus l'indifférence. Profitant de la nuit, il se glissa dans le réduit où Élise délirait sous la fièvre. Elle appelait sa mère dans un patois que personne ne comprenait. Le petit garçon prit sa main brûlante et murmura « Je suis là, je ne partirai pas ». Toute la nuit, il resta près d'elle, essayant de calmer ses tremblements avec un linge frais volé à la cuisine. Au matin, Madame Brière les découvrit. La punition fut immédiate. Louis fut enfermé dans sa chambre, privé de repas. Mais dans son cœur, quelque chose s'était brisé. Il écrivit dans son cahier d'écolier « Nous laissons mourir une enfant parce qu'elle est pauvre. Si c'est cela être adulte, je ne veux jamais leur ressembler. » Quelques jours plus tard, M. Renaudin ordonna que la petite soit envoyée à l'hospice Saint-André, l'établissement réservé aux indigents. Les registres retrouvés plus tard indiquent simplement Élise Moreau, 10 ans, domestique, scarlatine avancée, pronostic sombre, mais avant de quitter la maison, Louis s'enferma dans le réduit où Élise avait vécu. Derrière une planche mal fixée, il découvrit une cachette secrète, des morceaux de papier tachés de suie sur lesquels la fillette avait dessiné. On y voyait son village natal, ses parents disparus, mais aussi la maison Renaudin. Et dans presque chaque dessin, un petit garçon apparaissait à ses côtés. Louis, représenté comme un protecteur, parfois avec des ailes, comme un ange. Ces croquis, il les garda toute sa vie. L'hospice Saint-André n'était pas un lieu de guérison, mais un mouroir pour les pauvres. De grandes salles glaciales où s'entassaient des dizaines d'enfants malades, une infirmière pour 50 lits, un médecin qui ne passait qu'une ou 2 fois par semaine. Le taux de mortalité y dépassait la moitié des admissions. Élise fut déposée dans un lit de fer numéroté 142, entre une vieille femme qui délirait et un adolescent atteint de tuberculose. On lui retira sa robe, on lui donna une chemise grise et on confisqua même sa poupée de chiffon. Elle n'eut pas la force de protester. Ses yeux s'éteignaient déjà. Pendant 3 jours, Louis tenta d'aller la voir. 3 fois, il fut arrêté par ses parents, ramené de force à la maison. Mais le 24 février 1905, profitant d'une sortie familiale à laquelle il avait simulé une fièvre pour rester, il réussit enfin à s'échapper. Avec dans sa poche quelques pièces volées dans le secrétaire de son père, il courut jusqu'à l'hospice. L'odeur de désinfectant et de maladie le prit à la gorge dès l'entrée. Ignorant les protestations des sœurs, il parcourut les rangées de lits jusqu'à trouver Élise. Elle était méconnaissable, son visage amaigri, sa peau marquée par l'éruption rougeâtre de la fièvre, ses lèvres fendillées. Pourtant, lorsqu'elle ouvrit les yeux et vit Louis agenouillé près d'elle, un souffle de sourire traversa ses traits. « Tu es venu ?» murmura-t-elle d'une voix faible. « Je t'avais promis », répondit-il en serrant sa main brûlante. Il sortit alors de sous son manteau un petit paquet, la poupée de chiffon qu'il avait réussi à récupérer grâce à quelques pièces données à une aide-soignante. Élise la serra contre elle, des larmes roulant sur ses joues fiévreuses. Puis elle chuchota. « Quand je ne serai plus là, tu te souviendras de moi. Promets-le. » Louis promit. De tout son cœur d'enfant, il promit. Il avait apporté aussi un crayon et un morceau de papier. Malgré ses larmes, il lui demanda de sourire, juste une fois. Élise, dans un effort immense, esquissa une expression fragile. Louis dessina rapidement, maladroitement, mais avec toute la force de son amour. Sur ce portrait improvisé, il représenta Élise souriante avec sa poupée, entourée non pas des murs sombres de l'hospice, mais de champs de blé et de fleurs qu'elle lui avait décrits. En bas, il écrivit « Élise Moreau, mon amie, la plus courageuse. » Cette nuit-là, vers 4 heures du matin, Élise rendit son dernier souffle. Les registres de l'hospice mentionnent simplement
Décès. Lit 142. Scarlatine. Pas de cérémonie, pas de prière. Le corps fut transporté à l'aube dans la charrette des morts vers la fosse commune du cimetière de Chartreuse. Louis, qui avait réussi à s'éclipser une fois de plus, suivit en silence la charrette sur les pavés glacés. En costume de velours trop grand, il marcha derrière, seul enfant au cortège des indigents. Caché derrière un arbre, il vit le fossoyeur jeter le petit corps dans une fosse où s'entassaient déjà d'autres dépouilles anonymes. Pas de cercueil, pas de pierre, juste la terre froide refermée trop vite. Louis s'agenouilla dans la boue et ramassa une poignée de terre. Il la garda toute sa vie dans une petite boîte gravée de 3 lettres, EM, pour ne jamais oublier. Les années passèrent, mais Louis ne put jamais se libérer de ce souvenir. Tandis que ses parents croyaient qu'il avait oublié la petite servante, il écrivait sans cesse dans ses carnets. À 15 ans, il nota « La photo est toujours accrochée dans le salon. Henri et moi sourions. Entre nous, Élise baisse les yeux. Personne ne demande jamais qui était cette fille pieds nus. On l'a effacée de la mémoire familiale. Mais moi, je la vois chaque jour. » À 20 ans, contre la volonté de son père qui voulait le voir reprendre la maison de négoce, Louis entreprit des études de médecine. Il avait une seule idée en tête, sauver les enfants pauvres que la société laissait mourir comme Élise. Dans ses notes universitaires, il écrivait « Chaque petite fille que je soigne, c'est Élise que j'essaie de ramener à la vie. » En 1932, devenu médecin malgré les pressions familiales, il ouvrit un dispensaire gratuit dans le quartier le plus défavorisé de Bordeaux. Sur la porte, une plaque portait le nom « Dispensaire Moreau ». Ses collègues pensaient qu'il s'agissait d'un riche donateur. En réalité, c'était le nom d'Élise, l'enfant que personne n'avait voulu voir. Pendant plus de 30 ans, Louis soigna gratuitement des milliers d'enfants atteints de tuberculose, de diphtérie, de scarlatine. Dans ses rapports, il notait « Chaque vie sauvée est une victoire contre l'injustice qui a tué Élise. » Mais les années finirent par le rattraper. En 1968, âgé de 71 ans, il apprit qu'il était atteint d'un cancer du pancréas. Pour la première fois, il n'y avait plus de remède. Alors, il prit une décision qui surprit tout son entourage. Il refusa d'être enterré dans le caveau familial des Renaudins. Il exigea d'être inhumé dans la section des indigents du cimetière de Chartreuse, la même où Élise avait été jetée des décennies plus tôt. Dans ses dernières volontés, il demanda qu'on grave sur sa tombe « Ici repose Louis Renaudin, 1897-1968. Il n'a pas oublié. À Élise Moreau, 1894-1905. Et à tous les enfants invisibles. » Le jour de ses funérailles, quelques anciens patients, devenus adultes, vinrent déposer des fleurs. Tous s'étonnèrent de voir un homme issu d'une famille aisée choisir de reposer parmi les pauvres. Mais Louis avait tenu sa promesse, qu'Élise ne disparaisse pas totalement. Aujourd'hui encore, sa tombe se dresse dans le carré des indigents. Les passants s'arrêtent parfois devant cette inscription énigmatique. Qui était Élise Moreau? Pourquoi cet homme riche voulait-il reposer près d'une enfant oubliée? Alors l'histoire ressurgit. Cette vieille photographie de 1904, où l'on voit 2 garçons souriants et une fillette pieds nus au regard triste, est toujours conservée dans les archives de Bordeaux. La plupart des visiteurs passent sans la remarquer. Mais parfois, quelqu'un s'arrête, observe plus attentivement et se demande « Qui était-elle vraiment ?» Élise Moreau, la petite servante que personne n'attendait, continue de vivre à travers cette image et à travers la promesse d'un enfant qui n'a jamais cessé de l'aimer. L'histoire d'Élise et de Louis n'est pas seulement celle d'une petite servante oubliée au début du siècle dernier, c'est le miroir d'un système tout entier, d'une société qui fermait les yeux sur les plus vulnérables. Une société où certains enfants naissaient avec un avenir tracé, pendant que d'autres n'avaient même pas le droit d'exister aux yeux du monde. Ce qui rend cette histoire inoubliable, ce n'est pas seulement la cruauté de son destin, mais la promesse tenue par un petit garçon. Louis n'a pas pu sauver Élise, mais il a refusé de l'effacer. Toute sa vie, il a porté son souvenir, transformant sa douleur en force pour aider les autres. Et c'est peut-être là que réside la véritable grandeur, dans la capacité à transformer une tragédie personnelle
en acte d'amour universel. La photo de 1904, conservée dans les archives de Bordeaux, reste aujourd'hui un témoin silencieux. 3 enfants figés par le temps, 2 garçons au sourire insouciant et une fillette pieds nus, le regard baissé. La plupart des visiteurs passent devant sans y prêter attention. Mais parfois quelqu'un s'arrête. Il observe plus longtemps, il perçoit ce contraste, il se demande qui elle était. Et alors, Élise revient à la vie. Car au fond, ce récit nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est vraiment oublié tant que quelqu'un se souvient. Élise Moreau était l'enfant de personne, mais grâce à la mémoire de Louis, elle est devenue l'enfant de tous. Et si cette histoire nous touche encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle parle aussi de notre époque. Car les Élise existent encore. Ces enfants invisibles qui travaillent dans l'ombre, qui subissent la pauvreté, la solitude ou l'indifférence. Ceux dont le regard, parfois croisé au hasard d'une rue, dit plus de vérité que 1000 discours. La question est simple. Saurons-nous les voir, ou les laisserons-nous disparaître comme de simples silhouettes floues sur une vieille photographie ?